Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Vanier, je travaille au sud de la Réunion, je suis chef de pôle urgence médecine Nord et je suis absolument ravi de vous présenter aujourd'hui les nouveaux enjeux de l'UHCD en termes d'enjeux d'organisation. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Il y a 10 ans, l'adresse faisait un grand sondage qui nous expliquait en fait la description d'une journée aux urgences en France euh, et montrait que globalement, on avait 8% des patients qui avaient séjourné en UHCD. Avec un diagnostic de lésions traumatiques ou de symptômes dans 42% d'entre eux, 10% présentaient des troubles mentaux plus ou moins potentialisés par la consommation d'alcool, 57% d'entre eux étaient hospitalisés. Alors, cette même enquête, on va la rejouer 10 ans plus tard, le 13 juin 2023, et ça va être une occasion extraordinaire de pouvoir refaire euh, comme une photo de l'activité de nos urgences à un instant T. Alors, si on prend la statistique annuelle des établissements de 2019, ça nous montrait quoi? Ça nous montrait en fait que les UHCD adultes, ça représente plus de 4000 lits, avaient une durée moyenne de séjour d'1,2 jour. Ce qu'on voit ici, ce qui est complètement contre-intuitif parce que les séjours de moins de 24 heures ne représentent que 53%. Alors, un petit peu d'historique. Il y a un article très intéressant qui est paru en décembre 2019 dans Actualité et dossiers en santé publique qui explique que la plus ancienne fonction des services portes, ancêtre des services d'urgence, c'était celle de sas d'accueil, pardon, aux portes de l'établissement dans un esprit d'hospitalité. Cette circulaire du 13 août 1965 parlait de service porte et on continue à parler de service porte. Alors pour moi, une porte, c'est ça. Et pire encore, de l'e-porte. Donc je trouve que cette définition est absolument surannée. À titre personnel, moi, elle me hérisse. En 1991, les UHCD, unités d'hospitalisation de courte durée, sont définies de manière administrative en France comme faisant partie intégrante des services d'urgence. Il y a 20 ans, la SFMU faisait des recommandations concernant la mise en place, la gestion, l'utilisation de ces UHCD. Plus de 20 ans. Je vous fais grâce de la chanson de Charles Aznavour. Et depuis qu'est-ce qui s'est passé? En 2001, donc, la SFMU faisait des recommandations sur ces unités avec deux notions qui en émanaient. C'était une notion de séjour de très courte durée. Et ces unités devaient faire preuve d'une efficacité et d'une efficience dans leur démarche médicale et de soins. Globalement, c'était des unités d'hospitalisation non conventionnelles et de surveillance qui nous donnaient quatre critères d'admission ou non à l'UHCD, que le patient y soit physiquement ou pas. Le groupe 1 avait un retour à domicile prévu dans les 24 heures, le groupe 2 la mise en observation avant une orientation, le 3 l'attente de lit d'hospitalisation conventionnelle disponible, le groupe 4 une valorisation d'activité. Alors en mai 2006, on a des conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures d'urgence avec la structure d'urgence, c'est une salle d'accueil des urgences vitales, une salle d'accueil préservant la confidentialité, un espace d'examen et de soins et une UHCD d'au moins 2 lits. Au moins 2 lits, vous voyez. Alors, on a la circulaire frontière ou l'instruction frontière au 15 juin 2010 qui nous donnait trois critères cumulatifs et tracés dans le dossier patient pour être hospitalisé à l'UHCD. Il fallait un diagnostic incertain, la surveillance particulière ou un bilan était nécessaire et des soins et traitements ne pouvant être faits à domicile. Cette circulaire ou cette instruction frontière est juste une instruction qui traite de finances. Il n'y a aucune conditions techniques de fonctionnement. Il n'y a pas de ratio infirmier-patient, il n'y a pas d'autorisation. Et en mars 2022, il y a un super papier qui a été fait par Edwin Roof et François Braun, qui a été repris aux journées SAMU Urgence de France, auquel j'aurais bien aimé assister parce que ça avait vraiment l'air très très sympa, qui parle de mettre à jour ces recommandations de 2001, c'est une bonne chose. Supprimer le groupe 3, on en parlera, lister les pathologies concernées, et je vous propose de dérouler un petit peu ces idées. Alors, qu'est-ce qui se fait ailleurs, vous allez me dire? Ailleurs, mais en fait, si on se focus sur les États-Unis, divers types d'unités ont été évaluées, notamment les Emergency Department Observation Units,
Et en 2013, Ross et ses collègues ont défini 4 sous-groupes d'unités avec une supériorité pour celles rattachées au service des urgences et gérées par des urgentistes. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? C'était que dans ces unités, les malades soignés pouvaient dégager une économie potentielle de 950 millions de dollars par an. On voit clairement qu'on est aux États-Unis. La durée de séjour était significativement plus courte et on avait une probabilité réduite d'admission en hospitalisation. Alors, historique toujours, ou plutôt paradigme finalement. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai vu des conférences, où j'ai lu des papiers sur différentes citations qui sont toujours sur la glorification de l'effort. Et pire que tout, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, par exemple, alors ils l'ont fait. Derrière une certaine notion de résilience qui, pour moi, est très délétère parce que ça donne ça. Ça donne ça à force de pouvoir faire tenter plus en iso-ressources, qui est bien un mot de directeur. Ça donne des urgences qui finalement vont mal. Alors, l'année dernière, Mathias Vargon a fait une com que j'ai trouvée remarquable, extraordinaire, dans lequel il disait un truc très très vrai. On parle partout du patient centré et au nom du patient centré, c'est quelque chose qui permet la maltraitance du personnel. Et je trouve que l'organisation doit avant tout euh, être tournée vers les professionnels de santé. Je partage complètement son analyse. Et en fait, si on regarde un petit peu ailleurs, pour changer de paradigme, vous avez l'International Service Council qui est en fait la concaténation de plusieurs académies de sciences. Et ces gens-là réfléchissent sur des paradigmes pour changer le monde. Alors, moi, j'ai absolument aucune prétention de ça. Je pense on ne l'a pas. Mais en tout cas, euh, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est changer les mentalités. Et toute transformation durable doit se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Et ces mentalités, dit-il, peuvent être modifiées en augmentant la sensibilisation, mais surtout en encourageant l'autoréflexion et l'autoresponsabilité. Alors, tout ça vers une nouvelle UHCD, les équipes des structures d'urgence vont s'inscrire toujours dans les toutes premières heures d'un parcours de soins aigus. Là, on voit la SimCup en 2021 que nous avions montée. Et pour certaines pathologies, dès la consultation aux urgences, on sait intuitivement si le malade peut retourner chez lui ou doit être hospitalisé. Alors, vous allez me dire, bah, un urgentiste, c'est binaire, ça rentre ou ça sort à l'hôpital ou de l'hôpital, bien entendu. Mais il y a une vraie prise de risque parfois à faire sortir avec un biais cognitif non nul si l'hôpital est plein. Et finalement, l'UHCD, ça rentre, c'est comme de l'hospitalisation, comme si cette UHCD était déconnectée des urgences. Alors qu'on sait bien parfois qu'au bout de quelques heures de prise en charge, on peut assurer une thérapeutique efficace et ainsi autoriser le retour à domicile, mais pas forcément sur le plateau de l'urgence. Parfois, les alternatives diagnostiques sont nombreuses, l'UHCD pouvant assurer des soins et affiner le diagnostic dans le but ultime d'orienter vers les services adaptés, voire d'orienter le malade vers son domicile. Alors, au total, est-ce que l'UHCD n'est uniquement là que pour les malades en hospitalisation? Est-ce que son intérêt ne serait pas d'être là en fonction de pathologies définies? Est-ce que l'intérêt de l'UHCD ne serait pas d'être là pour l'organisation des urgences et pas pour l'organisation de l'hôpital? Le groupe 3, vous vous rappelez, attente d'hospitalisation dans un MCO, je pense clairement que c'est la conséquence de toutes les problématiques des parcours patients, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville. Pourquoi ne pas parler d'hébergement, comme pour tout service de l'établissement de santé? Pourquoi ne pas alors parler également de l'UHCD en termes de gestion des tensions hospitalières? Alors, j'ai emprunté cette petite diapositive à Efigène. Je pense qu'ils ne m'en voudront pas parce ils équipent notre CHU. Et globalement, depuis peu, nous sommes dotés d'une cellule d'ordonnancement des parcours patients. Le groupe 3 et l'ordonnancement, c'est un faux problème. Le groupe 3 pour moi. Et donc, l'ordonnancement pour ce groupe 3 et pour l'UHCD est une fausse solution. Et pour les urgences, c'est top. C'est extraordinaire. Mais en tout cas, c'est le groupe 3 en tant que tel qui est pour moi un problème. Alors, il ne faut pas confondre. Ces 4 groupes définis en 2001, au total, étaient présentés comme critères pour hospitaliser. Mais finalement, ils ne définissent absolument pas le rôle de l'UHCD. Ce sont des indicateurs. C'est automatiquement un classement a posteriori
des malades qui sont présents quand on y fait le tour le matin. Alors, je pense que c'est important d'établir en termes de cartographie des risques que le groupe 3 est clairement lié à une morbimortalité augmentée, à une perte de chance. L'UHCD, c'est OK pour quelques heures d'évaluation, mais en tout cas, moins de 24 heures. Les objectifs, pour moi, c'est d'hospitaliser des malades à l'UHCD fonction de leur pathologie pour assurer une fluidité des urgences et pour y assurer un bon parcours de soins. Les patients, en fonction de leur pathologie, par exemple le trauma crânien, les intoxications, cycles, les PTJ, il est, je pense, clairement important d'établir un thésaurus qui serait à ce moment-là clairement opposable. Pour la fluidité des urgences, l'UHCD est justifié par le flux de patients, là où c'est plus adapté que dans un MCO, parce que c'est clairement architecturé, organisé pour que ça tourne rapidement. Sauf le bon parcours de soins. M. Carly, l'année dernière, parlait du parcours de soins dès le SAS. En tout cas, l'UHCD est idéal pour l'évaluation par les équipes mobiles, qui sont des équipes remarquables, qui sont très proactives, avec des évaluations rapides. Et l'UHCD doit être lieu d'organisation des hôpitaux de jour, voire des hôpitaux de semaine. À l'UHCD, on est bon pour les 24 premières heures. Après c'est moins notre métier. Également pour les malades psychiatriques, ou plutôt pour la crise, car c'est clairement moins stigmatisant de passer la nuit à l'UHCD plutôt que d'être muté cash dans une unité psychiatrique. Clairement, cette UHCD, il faut la valoriser par la filiarisation, le bon parcours de soins, voire le retour au domicile. Et pour ce faire, on a besoin de compétences supplémentaires. Un petit peu sur les 5 R, right patient, right drug, etc. On peut dire le bon parcours au bon moment pour le bon malade ou pour le bon patient. Exemple de l'embolie pulmonaire qui ont fait sortir, est-ce qu'on fait un Doppler, les scores pronostiques sont disponibles et je vous les ai mis là. Et clairement pour moi, l'UHCD permet d'organiser par exemple l'éco-Doppler, d'organiser une prise en charge complète en ambulatoire. L'UHCD doit être de 3 aspects. Il faut limiter à notre périmètre de compétences. On n'est pas là pour faire de l'hospitalisation à la place d'eux. On n'a jamais demandé aux internistes, aux cardiologues, la mission ou l'objectif de gérer les tensions hospitalières. Ce n'est pas le but premier de ces services. Le domaine de compétence, c'est clairement la spécialité de médecine d'urgence. Il y a pour moi obligation de définir un règlement intérieur. Je vous en parlais avec des indicateurs, des critères d'admission, une cartographie des risques. C'est une nouvelle facette de notre métier. Enfin, l'UHCD, faut arrêter, ce n'est pas le SAS de préadmission à l'hôpital. C'est aussi clairement pour moi un défi architectural. Si je vous parle 2 minutes de mon joli service à l'UHCD, comme vous pouvez le voir, l'UHCD historique en bas à gauche a été transformé avec le Covid en secteur de haute densité virale. Alors maintenant, le Covid, on en parle un petit peu moins, mais on se retrouve maintenant avec une UHCD bifide, avec, vous voyez, des modulaires. Et donc, sur la gauche, vous avez les modulaires avec un service qui est clairement pas adapté. On ne peut pas sortir les malades en cas de problème. Il n'y a pas de sanitaire. Et l'UHCD historique à droite qui est clairement sous-dimensionné par rapport à l'activité. Nous avons également une chambre NRBC parce qu'on est hôpital de référence pour la zone sud-océan Indien. Alors, pour moi, j'ai eu la grande chance de visiter le CHU de Bichat et j'ai été frappé par la fluidité, par les parcours en fonction des couleurs. Par en bas à gauche, vous voyez cette zone de surveillance rapprochée qui permet de mettre non pas des lits, mais des brancards, tout se scoper avec l'UHCD, même les box, tout est très très futé. On peut voir ici que même les murs ont été pensés pour la fluidité. Je pense que le défi architectural, il est là, réfléchir en termes de fluidité des parcours. Alors, en conclusion, et pour le message que je trouve, et pour moi important en tout cas, on a tous en tête le rapport du Sénat de 2017, le miroir des fonctionnements, l'aval. Il ne faut pas le rejeter, mais faut aller au-delà de ça pour moi, très clairement au-delà. L'UHCD, pour moi, c'est le nouveau lieu de centralisation du parcours patient. C'est là pour prévoir les parcours ambulatoires de quelques heures, pour évaluer et stratifier les risques, en tout cas moins de 24 heures. Il faut le repenser en termes d'architecture et voir, je pense, aller plus loin en termes de parcours et favoriser les hôpitaux de jour de médecine polyvalente. Pourquoi pas de la téléexpertise
quand on est en milieu isolé. Et en tout cas, tout ça, c'est important pour l'avenir. Bah, l'avenir, c'est mes filles qui veulent toutes deux faire des métiers de santé. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention.